Moi, j'ai commencé à travailler, je crois, en 1971. Et il y avait des mouvements. La Bretagne est un mouvement assez mutualiste, on voit des mouvements qui sont nés, Leclerc, Intermarché, il y a eu beaucoup de coopératives de tous ordres. Et je pense que le breton, je ne sais pas où ça se loge dans les gènes du breton, voilà, d'être mutualiste. Et on voyait arriver déjà le grand succursalisme. Le grand succursalisme, donc je me suis interrogé assez tôt comment le commerce indépendant allait résister aux grands succursalistes. Et donc les choses se sont faites progressivement. J'ai monté un premier magasin à Saint-Brieuc, un grand magasin. Et voilà, dès ce moment-là, d'une manière totalement informelle et tout, on a mutualisé nos achats avec d'autres commerçants de Bretagne. Et puis bon, l'intuition, c'était on ne peut pas rester individuel comme ça face aux grandes marques, aux grandes enseignes. Et là, actuellement, malheur aux faibles, c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier, quoi. À cette époque-là, à la fin des années 70 et tout, voilà, l'horizon était la Bretagne, puis la France, puis on s'aperçoit que là, je dirais, on ne saura pas résister si on n'est pas au moins européen. Et voilà, aujourd'hui, nos grands concurrents mondiaux sont issus de l'Europe, hein, pour la plupart, hein. Des Espagnols, des Suédois, voilà. Et là, je veux dire que cette intuition, elle date d'il y a maintenant quasiment 40 ans. Effectivement, le groupe Beaumanoir est avant tout une société de service pour des commerçants indépendants. Voilà, nous avons toutes les technologies qui répondent aux besoins du commerce, tant sur les systèmes d'information que sur la logistique. Alors c'est en droit fil dans ce que je viens de dire. J'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent et à cette époque-là, il y avait une forme de désertification des pieds de ville de 15-20 000 habitants. La grande distribution, je dirais, avait attiré et tué les magasins d'art de la table, l'épicerie du coin. Donc à cette époque-là, je me suis adressé à des jeunes commerçants pauvres qui ne pouvaient pas aller dans les grandes villes. Donc on m'a dit que nombreuses années après, c'était génial d'aller dans les petites villes. C'était simplement la nécessité. Comme je n'avais pas un rond pour aller acheter des fonds de commerce à prix d'or dans les grands centres-villes, c'est vrai qu'on a, avec des commerçants qui étaient pauvres, moi j'ai fait pendant 20 ans avec ma voiture, je faisais 100 000 km par an. J'ai dû faire pas loin de 2 millions de kilomètres. Et j'essayais de convaincre des gens qui avaient vraiment pignon sur rue, souvent des filles de bonnes familles bourgeoises, parce que un commerçant dans les années 70 était un notable de la ville. Aujourd'hui, un petit commerçant n'est plus un notable, c'est comme ça. Donc à chaque fois, j'ai pris des portes dans le nez, hein, parce que c'était des gens qui étaient établis et qui ne pouvaient pas seulement imaginer que le monde était en train de changer. Donc mes premiers franchisés, c'est un terme générique qui est un peu faux, mais mes premiers franchisés étaient des commerçants qui n'avaient pas de sous, qui faisaient eux-mêmes leur magasin parce qu'ils ne pouvaient pas payer les entreprises là. Et puis avec nos systèmes d'information on était très précurseurs de ce côté-là. Sur la gestion des flux et des stocks, je dirais qu'il y avait quand même pas mal d'intelligence, pas de moi, hein, mais des gens qui travaillaient avec moi là-dessus. Donc on était vraiment au service de ces commerçants
qui avaient envie de s'enrichir. Ils avaient la niaque, quoi. Ils avaient vraiment la niaque. C'était des gens qui travaillaient beaucoup. Voilà, donc le monde a un peu changé. Ceux-là, ils ont fait la fortune du gros beau manoir. J'ai fait la leur. Voilà, ils se sont un peu embourgeoisés. Et puis on pourra dire, comme on voit à peu près l'évolution d'un monde qui s'est, pareil, qui est en train de tomber, parce qu'il s'est un peu embourgeoisé. Et bon, vous connaissez la devise du groupe Beau Manoir. Il s'adresse à des jeunes comme vous, dire rien n'est achevé, tout reste à construire. Et effectivement, les choses ne sont jamais linéaires. Et voilà, tout reste à construire pour votre génération. Vraiment, c'est fortement ancré dans ce groupe. Alors, régulièrement, quand je vais faire des inaugurations d'un magasin, d'un jeune, voilà, qui peut être éventuellement issu du commerce, alors c'est caricatural. Il y a les parents qui sont fiers de voir leur jeune entreprendre. Il y a le pépé qui, avec sa canne ou mémé qui est là, qui est fier de voir le petit-fils ou la petite-fille entreprendre. Moi, je dis que chaque génération a connu ses difficultés. Je pense que, alors, pour mes grands-parents qui ont vécu la guerre, là, je ne pense pas que la vie était beaucoup plus facile. Les commerçants qui n'ont pas su s'adapter, là, précisément dans les années 70, qui sont tous morts, hein, tous morts. Je veux dire qu'ils sont morts d'un certain conservatisme. Ils ont fait leur choix. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye des différentes formules, mais on ne réussira forcément qu'avec des gens qui ont une très forte envie, souvent des gens qui ne sont pas des rentiers, mais tout est ouvert. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué, mais je dis, c'était pas plus simple avant. C'était différent, mais pas plus simple. Gérer la guerre pour nos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, je ne suis pas sûr que c'était vraiment la chose la plus facile du monde. Les gens qui se sont enferrés dans un commerce hyper traditionnel, là, en refusant de lever la tête sur la puissance que peut avoir des groupements de commerçants et tout, non, c'était pas plus facile. Il y en a qui ont fait. Parce que ma grand-mère avait 86 ans, je lui ai posé cette même question. Puis il dit, ouais, j'ai connu des tas de piliers de beurre qui allaient faire des choses et tout, ils n'ont jamais rien fait. Puis il y en a qui ont fait, voilà. Et puis de génération en génération, de siècle en siècle, c'est vrai ça. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui critiquent, qui disent, ah, moi aussi j'aurais pu le faire, pourquoi tu ne l'as pas fait? Ben oui, c'est vrai que moi je ne suis pas issu d'une grande école de commerce, je ne suis pas issu de la grande distribution qui a inventé beaucoup de choses. Donc j'ai dû apprendre. Si je dois faire le total de mes échecs en nombre, ils sont largement supérieurs au succès qu'on peut constater aujourd'hui, sachant que la vie n'est pas rose. Hein. Enfin, la vie n'est pas rose. Voilà, il y a des difficultés, on les affronte au quotidien. Voilà, aujourd'hui, on revit. Là. J'ai lu ce matin, petite revue de presse là, sur Internet, qu'un de mes grands collègues aujourd'hui est en train de débaucher dans le Nord 133 personnes. Pour moi, ça fait partie des très beaux modèles actuels. Pour autant, aujourd'hui, la crise de consommation que l'on vit, on doit l'affronter. Et on l'affronte. Aujourd'hui, la France reste un territoire de conquête pour les étrangers. L'Europe est le plus gros territoire de consommation du monde. Et je crois même avant même les États-Unis. Donc, les mastodontes visent l'Europe. Donc, il nous faut les affronter. Voilà. Et voilà, ça passera par quelques échecs, mais il faut les affronter. Si j'ai peur de la concurrence, il vaut mieux que je change de métier.
Là, pour une entreprise comme la nôtre, on est plus dans le domaine de la recherche et du développement, c'est-à-dire des choses qui coûtent, sans qu'on sache vraiment ce qui va aboutir. C'est vrai qu'une partie, ce sont des budgets pour moi improductifs dans un premier temps. Il y a un certain nombre de jeunes salariés actuellement qui travaillent dans un bâtiment à côté. Aujourd'hui, leur productivité vraiment économique, elle est plus en devenir qu'actuelle. Alors bon, tout ça aura forcément ses limites, parce qu'à un moment, l'idée d'une start-up, c'est bien, de faire fortune en 6 mois, c'est bien. Maintenant, il y a une forme d'incohérence là-dedans. Une start-up ne peut pas rester toute sa vie start-up. Aujourd'hui, c'est une des perversions de l'économie où on voit des boîtes comme Amazon qui ont pris par exemple, ouais, et beaucoup de boîtes de la nouvelle économie qui n'arrêtent pas de perdre de l'argent. Amazon a gagné de l'argent cette année, hein, mais c'était la première fois où, pratiquement depuis 20 ans, où chaque année, ils engloutissaient entre 200 et 400 millions de dollars. Voilà, tout ça a forcément ses limites. Une entreprise n'a pas vocation à rester toute sa vie start-up. À un moment, alors, voilà, donc Silicon Bay est pour moi, on peut encore se le permettre là, c'est de la recherche et du développement, mais à un moment, il va falloir trouver. Hein. Voilà. Les chercheurs qui ne trouvent jamais, voilà, tout ça, ça a ses limites. Mais c'est vrai que le groupe Beaumanoir met pas mal d'argent quand même, là, sans un souci absolu de rentabilité, avec une difficulté à comprendre quel va être le modèle. Une société est faite pour gagner de l'argent. Sinon, je ne vois pas bien comment elle peut payer ses salariés. On est dans le tout financier aujourd'hui. On peut se dire jusqu'à quand. Et l'idée, effectivement, c'est de savoir, mais avec un spectre extrêmement large, qui n'est pas forcément lié au textile, du reste. Voilà. Typiquement à Saint-Malo, alors je ne suis jamais que le promoteur de 6 commerçants indépendants. Je retourne vers les commerçants indépendants. Pourtant, j'ai mis du temps à comprendre que quand ils sont indépendants, ils sont vraiment indépendants et que quelquefois c'est difficile à rentrer dans un minimum de discipline voilà, qui peut faire le succès. Mais là, on a fait un essai. Alors ça va balbutier, ça va être compliqué parce qu'on s'adresse à des indépendants. Mais idéalement, je voudrais que ces 6 commerçants dans l'alimentaire puissent progresser dans le service à la clientèle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde pressé. Et moi, je vois mes jeunes cadres en Chine, ils ne vont plus du tout sur le lieu de vente. Ils ont leur smartphone et commandent et passent le prendre dans un lieu donné où ils sont livrés. Voilà, c'est des jeunes cadres chinois qui, dans les usages, voilà, ont sauté une étape. Donc on va mettre Silicon Bay, effectivement, au service de ces commerçants-là. Faut-il qu'ils en aient vraiment envie et qu'ils en acceptent les contraintes de faire une préparation, livrer un point central et tout, pour que la vitesse de livraison... voilà. Et c'est le choix du consommateur à ce moment-là de dire, tiens, voilà, c'est des commerces quand même un peu premium. Voilà, si j'ai envie d'aller en boutique et de flâner dans la boutique, c'est moi qui gère mon temps. Si je suis un peu pressé et tout, voilà, l'épouse dit à son mari, tu passes. Là, on est presque dans le domaine du drive, mais du commerce de qualité. Enfin bon, il y a toute une recherche à faire là-dessus. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on ne va pas réussir? Ce sont d'excellents commerçants qui ont fait la preuve de leur professionnalisme. Maintenant, il faut passer l'étape qui sera vraiment notre quotidien, sans doute dans moins de 5 ans. Sans doute non, dans moins de 5 ans. Mais ce n'est pas lié au textile. Bon, on le fait également
dans les magasins avec l'e-réservation, le click and collect et tout ça. Mais je dis, c'est presque banal maintenant. Il y a 2 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, tout ce qui est... Il n'y a pas le produit en magasin, la vendeuse est sur sa tablette et peut vous commander quasiment instantanément le produit qui est manquant en magasin. Aujourd'hui, c'est devenu banal, quoi. Celui qui ne l'a pas, il est un peu en retard. Ils ont besoin de plus de coaching, ils ont besoin d'être plus encadrés. Quand je dis encadré, être dans un espèce de bouillon de culture, voilà, où ces jeunes-là pensent et brassent leurs idées et tout. C'est pas moi qui vais inventer les nouveaux usages, surtout. Les nouveaux usages. Voilà, je suis quelquefois surpris. Ouais, ils ont besoin de locaux gratuits, ils ont besoin ils ont besoin d'avoir un salaire. Voilà. Alors, or, on a besoin de la subvention, mais la subvention nous rend dépendants. Voilà, idéalement, c'est d'être leur premier client. Si leur fameuse idée trouve chez moi déjà une forme, chez moi ou ailleurs, mais ils ont plus besoin de clients que de subventions. Subventions, ça va mal, on se retrouve vers la collectivité publique, même si le truc est pas bon, ça rend tellement dépendant la subvention. Alors qu'un client, c'est exigeant. Hein. Un client, si vous lui donnez pas le service qu'il est en droit d'attendre, il vous engueule pas, il va ailleurs. C'est extrêmement basique. Donc offrir plutôt des clients à ces startups-là, voilà, dans un milieu relationnel, bah, je pense que ouais, c'est ce dont, à mon sens, ils ont le plus besoin. Le problème aujourd'hui, c'est que, j'ai dit, il y a tellement d'argent qui s'évapore comme ça, et on a l'esprit quand même un petit peu perverti. Hein. Les gens qui trouvent des financements, sans gagner d'argent, ça échappe à ma logique. Ça fonctionne actuellement, mais ça échappe à ma logique. J'ai dit ça peut pas durer. C'est essentiellement, oui. Il s'engloutit beaucoup d'argent aux États-Unis, oui, puissance 100 par rapport à ce que... Voilà, donc là, je suis en train effectivement de réfléchir. On me pousse à réfléchir à monter un fonds d'investissement dont je serai le premier investisseur. Bon, l'argent qu'on est capable d'y mettre, ça, aucune commune mesure avec les fonds américains. Peut-être que les Américains sont plus joueurs, je ne sais pas, mais j'ai dit, à mes yeux, une entreprise ne peut pas rester toute sa vie start-up. À un moment, ça aura une fin. Quand de valorisation en valorisation, qui ne correspondent à aucun retour sur investissement, là, à un moment, je dis, le raisonnement, il est pervers.